Bonsoir à tous, lundi 8 janvier, nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. L'hommage ce matin à Carrières-sous-Poissy à Clarissa Jean-Philippe, la policière qui a été domiciliée dans la commune, avait été tuée à Montrouge lors des attentats de 2015. Une centaine de personnes a participé à la cérémonie qui s'est tenue devant le square de la ville qui porte son nom. Reprendre ses études à n'importe quel âge, le Conservatoire national des arts et métiers d'Île-de-France ouvre ses inscriptions pour le second semestre. Il propose des formations et des formations diplômantes et certifiantes pour améliorer ses compétences. Pour en parler, Sophie Bérard, directrice du CNAM Île-de-France, et Marie Deninck, gestionnaire du centre de Versailles. Et puis un vent de renouveau sur Saint-Quentin Gospel. Le jeune Simon Lehureau est désormais le chef de chœur, remplaçant l'historique Éric Barbier. Il est notre invité en compagnie de Michel Renard, chargé de communication pour la chorale. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, le 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale de Montrouge, était assassinée dans l'exercice de ses fonctions. Elle habitait Carrières-sous-Poissy depuis 2011. La ville lui a rendu un hommage ce matin en présence de sa famille, des habitants et des écoliers qui ont interprété des chants d'espoir. Une cérémonie devant le square qui porte désormais son nom, situé juste à côté de là où elle habitait. Propos recueillis par Camille Lambert. C'est pour ça qu'on a voulu que ce square ici soit réalisé là où elle courait, puisqu'on est vraiment sur les lieux de vie de Clarissa. Tous les jours ou plusieurs fois par semaine, elle venait courir sur ces berges de Seine. Donc c'est vraiment ces lieux de vie, ces lieux où elle était épanouie, elle était joyeuse. Et c'est ça, cette rupture qui se fait quand il y a un assassinat, quand il y a une mort. C'est cette rupture de cette joie de vivre, de cet épanouissement qui tout à coup s'arrête, qui met un terme à tout cet investissement qui a été le sien auprès de la République, auprès des autres, auprès de la sécurité. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qu'on veut entretenir de sa mémoire à elle. Une deuxième cérémonie d'hommage s'est tenue à Montrouge cet après-midi en présence du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Un livre enquête sur Trappes qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Les deux grands reporters, Raphaël Baquet et Ariane Chemin, signent La communauté, plongée au cœur de la ville de la banlieue ouest de Paris. Pour mieux la comprendre, bonsoir Moustapha Larbaoui. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président de l'Étoile sportive de Trappes, le club de football de la ville, et également président de l'association Pharma Citoyen. Alors le chapitre 21 de ce livre vous est consacré, une dizaine de pages intitulées tout sobrement Président Larbaoui. Un mot d'abord sur la démarche. Qu'en pensez-vous? Les deux auteurs parlent de Trappes comme une ville inouïe, une ville romanesque. Je cite, c'est une communauté attachante comme une famille redoutable. Redoutable comme un clan, pardon. Était-il normal de lui consacrer un livre sur cette ville de Trappes? Je pense qu'on peut y consacrer un livre, la preuve c'est qu'ils l'ont fait. Ensuite, il y a bien sûr beaucoup de choses à dire sur ce livre, on y reviendra probablement dans le détail, mais deux journalistes d'investigation qui travaillent au Monde, qui ont l'habitude de mener des enquêtes approfondies. Elles ont fait des livres sur d'autres sujets, souvent des sujets assez majeurs et assez lourds. Concernant la ville de Trappes, on pourrait éventuellement parler à la fois du titre, de la méthode et de la façon dont ils sont arrivés à ce livre. Moi, j'ai été contacté, et je vous prie de m'excuser, on aurait dû y penser avant. Pardonnez les téléspectateurs, preuve que c'est en direct. C'est vrai que la démarche était intéressante en ce sens où elles ont décidé de mener une enquête sur le long terme. On a souvent critiqué les journalistes pour dire qu'ils venaient faire one shot, venaient un coup, prenaient des infos, souvent relayées. Finalement, quand il y avait une actualité, brûlante, souvent quand il y avait une actualité qui pouvait défrayer la chronique, comme on dit. Là, en l'occurrence, on ne peut pas leur reprocher ça. Elles sont venues à des moments, on va dire, c'est pas forcément des temps forts, et dans la durée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, on pourrait imaginer qu'il y ait une démarche quand même marketing très intelligente, parce que c'est une succession de portraits enchevêtrés dans la chronologie. Et là, bien évidemment, ça laisserait à penser que Trappes, finalement, serait une espèce de pouponnière de talent, une espèce de ville où ça serait quasiment une boîte de prod, puisqu'on y a intégré des gens comme Jamel Debbouze, Omar Sy, Anelka. Et il y a cet angle qui a été choisi d'aller chercher des personnalités, et autour de ces personnalités, plaquer tous les éléments, on va dire, de ce que la société
dans son ensemble, peut vivre. Donc on va y plaquer dessus le fondamentalisme, on va y plaquer, je le dis parce que c'est un petit peu beaucoup notamment sur le ce sujet. triste record de Trump, le nombre de personnes Donc je le dis envoyées, tout de suite pour l'évacuer finalement. Qui sont partis en Syrie. Et parler du reste, c'est-à-dire que oui, on peut parler de l'immigration, elles en parlent, et à chaque fois ce qui est intéressant, c'est la manière dont elles l'ont traité, c'est-à-dire ce sont des portraits, mais de gens connus. Qui dit connu dit finalement on a envie d'en savoir plus les concernant, donc ça fait un gros public. C'est pas une démarche stigmatisante cette fois-ci, comme on peut le voir souvent dans les reportages, vous l'avez dit, sur des actualités brûlantes parfois. Non, c'est pas stigmatisant, il y a des vérités, il y a des approximations, j'en ai même fait l'objet dans mon passage, c'est approximatif à mon sens me concernant, je leur ai même écrit pour leur dire, mais c'est pas stigmatisant. Sur quoi par exemple, l'approximatif ? Sur le passage, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais comment dire, non stigmatisant. Il y a des choses intéressantes, par exemple la chute du communisme, où on veut plaquer la chute d'un parti avec toute une littérature structurante et qui serait remplacée après la chute du mur de Berlin par l'islam, sachant qu'on voit ça pratiquement à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'on a des idéologies qui tombent, d'autres qui prennent le relais. Donc elle surfe sur toutes ces vagues, c'est-à-dire l'émigration, le chômage, la montée des idéologies de toutes sortes, et en même temps, leur démarche naturelle, elle est venue parce que, il y a Omar Sy, il y a Jamel Debbouze, il y a Anelka, et en même temps, ça finit par un titre qui, moi, pour le coup, me gêne, puisque ça finit par la communauté, comme si Trappes était une communauté. Elles le disent elles-mêmes, c'est pas une thèse. Communauté comme une famille, comme un clan. Ouais, comme une famille, comme un clan. Donc, elle-même le dit. Avant de venir, on était, par définition, on avait des a priori, puisqu'elles disent, nous étions surpris de l'accueil que nous avons reçu. Donc voilà, donc déjà le fait d'être surprise avant prouve bien qu'on a tous des a priori. Ces a priori et ces préjugés sont tombés, admirablement bien accueillis. Tout le monde a parlé, comme on dit, parce qu'il y a la loi du silence. On entend des choses comme ça sur la commune. Tout le monde a parler librement. Quand on parle de pression, par exemple, dans la thèse du livre, ça serait une espèce de pression par rapport à la communauté religieuse, mais on ne parle pas de respect, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas en affrontement, mais pas parce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais parce qu'il y a un respect aussi des uns et des autres, et que ce n'est pas la communauté, mais bien une mosaïque de gens qui vivent très bien ensemble, au point où j'ai souvent dit la plupart des habitants mériteraient le prix Nobel de la paix pour y vivre en paix, et en même temps, il y a des problèmes à gérer. Il nous reste moins d'une minute, Mustapha Larbaoui. Juste sur le passage qui vous concerne, il revient sur votre passage finalement aussi à l'Étoile sportive de Trappes, de 2003 jusqu'à 2017. Oui. Des approximations, vous le dites Oui, une approximation, non, essentiellement une, parce qu'on a quasiment fait l'affiche électorale Mac Tyson-Holyfield, c'est-à-dire les deux poids lourds, puisqu'il est question d'un match final Ali Rabeh, Mustapha Larbaoui aux élections. Elle se projette dans l'avenir 2020, une municipale. Est-ce que c'est une affabulation Alors, j'irai pas jusque-là, parce que les questions m'ont été posées. C'est-à-dire, comme on dit, vous revenez souvent sur Trappes, c'est pour ça qu'elles m'ont consacré un passage, et je ne m'y attendais pas, mais votre nom revient souvent, auquel cas, on vous verrait bien, on se projetterait. Moi, j'ai toujours dit que la vie publique m'intéresse, l'associatif en particulier. Bien sûr, je réfléchis à la vie politique. Et donc, on a le temps dans 2 ans. Et puis, j'espère que tous les citoyens de Trappes et de toutes les cités de France et toutes les communes de France pensent que dans leur rôle de citoyen, on peut également briguer des mandats et que ce n'est pas simplement ceux des partis. Donc oui, j'y pense. Oui, je travaille. Je n'ai surtout pas pris ma décision. Donc l'affiche est un peu préméditée. Merci Mustapha Larbaoui d'avoir été avec nous. Je rappelle, un chapitre vous est consacré dans ce livre, La communauté. Et je précise qu'on recevra les 2 auteurs de ce livre. Ça sera mercredi dans le journal. Merci d'avoir été avec nous. Du nouveau pour le réseau des bus à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis aujourd'hui, l'offre est considérablement renforcée. La ligne 5 entre les Ménules et l'agglomération voit sa fréquence remodelée. Un passage toutes les 30 minutes en heure de pointe contre 45 auparavant. De 14 à 69 courses par jour pour la ligne 51 et une plus grosse amplitude horaire. Elle relie Saint-Quentin en Yvelines à l'hôpital Mignot au Chesnay. Enfin, la ligne 15 entre Elancourt et Saint-Cloud fait également l'objet d'un renfort important. 12 nouvelles courses en heure creuse et 4 en heure de pointe. En sport, il faisait la une de l'équipe ce week-end, le plus petit pousset de la Coupe de France de football où il n'a pas réussi l'exploit en 32e de finale samedi. Élimination à domicile face à Concarneau sur le score de 3-0 devant 2000 spectateurs. 5 divisions séparaient les 2 clubs. Le récit de la rencontre, Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro.
et soyez solidaires les uns et les autres. Ça va être dur et c'est normal. Concentration maximale pour les joueurs d'Ouille à quelques minutes d'entrée sur leur terrain pour affronter Concarneau en 32e de finale de la Coupe de France. 5 divisions séparent le petit poussé de l'équipe bretonne pensionnaire de National 1. Une fois sur le terrain, Concarneau marque 2 buts dans les 15 premières minutes dans une ambiance électrique. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. C'est très compliqué, on a fait une entame de match très compliquée. Je les ai sentis tendus, pas comme d'habitude, mais ça fait partie du sport. Maintenant, moi personnellement, on va essayer de revenir à 2-1 et on va voir comment ils vont réagir Concarneau là. On va s'accrocher. Une entame de match compliquée qui ne décourage pas les 2000 supporters présents au stade pour le premier 32e de finale du club depuis 1940. Un match, ça joue 90 minutes. Donc tant que le coup de sifflet final il est pas sifflé, on peut toujours y croire. Après, je pense qu'il faut être réaliste un petit peu. Et je pense que Concarneau joue tranquillement. Bien sûr, j'y crois encore. C'est le hack et je suis une garde de où on y croit, bien sûr. Sinon, je serais déjà rentré chez moi. Au retour des vestiaires, pas de miracle, Houille ne reviendra pas. Concarneau marque même un 3e but par l'intermédiaire d'Idaza à la 84e minute pour mettre fin à l'épopée des Yvelinois. Score final 3-0. C'est vrai. Du football, c'est vrai. C'est du football, c'est vrai, les gars. Déçu de la physionomie du match parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on les a trop respectés et après en deuxième, on a été plus haut, on a montré qu'on avait un peu de qualité, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Après cette parenthèse Coupe de France, Houille devra replonger rapidement dans le quotidien du championnat de R3 où ils occupent la dernière place. Prochain match le dimanche 14 janvier sur le terrain de Choisy-le-Roi. Tandis que j'en perds mon oreillette, reprendre ses études à 20 ou même 65 ans, c'est possible. À partir du 5 mars 2018, le Conservatoire national des arts et métiers d'Île-de-France fait sa rentrée du second semestre pour les adultes. Le CNAM propose des formations certifiantes et diplômantes. Avec moi en plateau, 2 invités. Sophie Bérard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du CNAM Île-de-France et bonsoir Marie Deninck. Bonsoir. Vous êtes la gestionnaire du centre d'enseignement du CNAM à Versailles. Alors, 2 semestres au CNAM, finalement, c'est un peu comme à l'université. Oui, on peut dire ça. Effectivement, on est calé sur les années universitaires. On démarre en octobre. On va bientôt faire les examens de février pour ceux qui ont commencé en octobre. Et donc, on va commencer notre deuxième rentrée. On recommence juste après les vacances de février, donc début mars, avec des examens en juillet. Alors pour présenter un petit peu le CNAM, il est placé sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, le CNAM est un grand établissement d'enseignement supérieur qui a plus de 220 ans. Et la spécialité, ou notre spécialité, c'est la formation professionnelle pour adultes. Donc reprendre ses études, valider des nouvelles compétences et obtenir des diplômes. Tout au long de sa vie, ça, c'est possible. On l'a dit, de 20 à 65 ans, même peut-être après. Exactement, tout au long de sa vie, tant qu'on travaille, puisque pour valider un diplôme au CNAM, il faut avoir de l'expérience professionnelle. Donc c'est des formations très pratiques et très intéressantes pour les employeurs, puisqu'on a des compétences directement employables. Alors Marie Deninck, on l'a dit, formation certifiante, diplômante, qui peut permettre d'améliorer ses compétences, peut-être envisager un changement de métier, une évolution de carrière. On se dit aussi c'est important pour l'estime de soi, vous qui êtes gestionnaire au centre de Versailles, c'est aussi pour ça que les personnes ont envie de reprendre, les adultes ont envie de reprendre leurs études. Alors on a tout type de profils qui viennent vers nous au CNAM pour des formations. C'est des gens qui vont être en reconversion professionnelle, des gens qui sont en manque de qualification et donc qui cherchent à avoir un diplôme ou un certificat. Et puis après, tout simplement, des gens qui veulent se perfectionner sur des domaines qui parfois n'ont pas forcément de rapport avec leur métier actuel. Alors le CNAM en Île-de-France, c'est combien de centres d'enseignement ? 9 centres d'enseignement répartis sur toute l'Île-de-France avec 6000 personnes qui se forment chaque année, plus des apprentis, plus des gens en entreprise, pour lesquels on fait aussi des formations certifiantes ou diplômantes, mais là spécifiques par rapport à un cahier des charges des entreprises. Donc toujours professionnel. Sur le centre de Versailles, on est à peu près à combien de personnes par an ? C'est 500 auditeurs sur l'année, sans compter les apprentis. Les apprentis, on a à peu près 150 apprentis. Et du coup, est-ce que c'est la même offre qui est dispensée sur tous les centres d'enseignement de Versailles ? On va trouver des choses différentes par centre ? Oui, c'est pas la même chose puisqu'en fait, on cherche à s'adapter aux besoins des bassins.
Hein. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les formations ont lieu en cours du soir, Oui. donc 18h30 à 21h30. C'est ça, Donc, finalement, pour les gens- adapter l'emploi du temps à la vie. C'est ça. Et donc, des les personnes. gens rentrent d'abord chez eux et viennent en formation chez nous. Et donc, à Versailles, je laisserai parler Marie, mais on a Ouais, des on formations va y plutôt venir. techniques. Et on a, par exemple, à Poissy, qui est pas très loin, on a des formations en ressources humaines. C'est ça, 200 Parce pour les que Yvelines, Poissy, Versailles. Versailles et Mantes aussi. D'accord. Et du coup, sur le centre de Versailles, quel Alors, type de formation peut-on Diplôme suivre? phare sur le centre de Versailles, c'est les diplômes d'ingénieur Ouais. en spécialité informatique, électronique. Et après, tout type de formation en psychologie, en comptabilité, en psychologie, ressources humaines, très variées. Et tout ça accessible à partir du niveau bac, où on peut y accéder à... Enfin, comment ça se passe concrètement? Alors, niveau bac, on va être sur des certificats, donc Ouais. plus sur de la compétence. Et par contre, après, plutôt sur du bac +3, sur tout ce qui est licence, sur ressources humaines, psychologie, et après des titres RNCP niveau 2, donc bac +4, et après l'ingénieur. Des questions plus pratiques pour terminer. On l'a dit, les cours se déroulent le samedi matin, le soir. Le soir, Voilà. donc tous les soirs de la semaine, 18h30, 21h30. Donc là, pour le centre de Versailles, c'est dans le lycée Jules Ferry, donc Ouais. il y a un parking à côté, donc c'est assez pratique pour se garer. Donc la priorité, c'est d'abord d'aller rencontrer l'équipe de Versailles pour définir son projet professionnel, définir quel cursus on veut suivre. Puis ensuite, en fonction de ses disponibilités, on vient un soir, 2 soirs, 3 soirs. On peut aussi faire de la formation ouverte à distance D'accord. pour éviter d'utiliser trop de soirs, ou le samedi matin. Et puis l'idée, c'est de valider un diplôme. Et puis ensuite, on fait des remises de diplôme tous les ans ou tous les 2 ans pour récompenser tous les auditeurs qui ont bien fonctionné. Dernière chose, les droits d'inscription, ils s'élèvent à combien? Pour une année, par exemple? Pour une année, 160 € de droits d'inscription. Ouais. Et ensuite, les cours, c'est entre 56 et 168 €. Merci beaucoup à toutes les deux, Marie Deninck à ma droite et Sophie Bérard, d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations sur les inscriptions, les horaires d'ouverture aussi du centre de Versailles, les autres centres en Ile-de-France, vous pouvez vous rendre sur le site internet du CNAM Ile-de-France qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Ce sont des planchettes en bois qui vous évoquent forcément quelque chose. Les Caplas sont en exposition à l'espace Richaud de Versailles. À voir sur place les répliques des plus grands monuments européens en Caplas. C'est un événement victime de son succès puisque l'exposition est prolongée jusqu'au 14 janvier. Reportage de Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Si vous faites un plan incliné, évidemment là, elle va tomber. Mais si vous l'orientez doucement dans le sens de la pente, elle va tenir, à condition bien sûr que la pente ne soit pas trop forte. Et voilà le secret de la Tour de Pise, l'un des 8 lieux européens de l'exposition Archi-Caplas. Pour matériaux, les célèbres Caplas. En 30 ans, près de 80 millions de planchettes ont été vendues. Moi, j'ai déjà fait un pont. On pouvait marcher dessus parce que... Moi, j'ai déjà fait une grande tour. Moi, j'ai fait une tour qui montait jusqu'au plafond. Et les Caplas, ils adorent, donc c'est très chouette de pouvoir leur montrer des très belles réalisations. Ça leur permet de donner des idées pour pouvoir refaire des choses à la maison en version miniature. Pas de colle, mais environ 60 000 planchettes utilisées à la réalisation des enfants versaillais du CE2 au CM2. Il faut une dextérité manuelle tout de même fine, parce que les équilibres sont complexes. Même les maisons, vous regarderez au centre de la chapelle, il y a plein de petites maisons. Mais même pour faire les fenêtres, c'est déjà, on se met sur une demi-épaisseur de Caplas, vous voyez parfois la planche. Donc c'est déjà de la manipulation fine. L'exposition est un vrai succès depuis son ouverture le 23 décembre dernier. La file d'attente en témoigne. 1200 visiteurs en moyenne voyagent chaque jour. Ce week-end, vous avez sûrement mangé de la galette des rois entre amis ou en famille. La galette des rois, c'est le rendez-vous incontournable du début d'année. C'est aussi une affaire de spécialistes. Depuis quelques années, un concours organisé pour récompenser la meilleure galette des Yvelines est organisé. Et cette année, elle se trouve à Noisy-le-Roi, découverte avec Mickaël Elmidoro, Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. La meilleure galette des rois se prépare à Noisy-le-Roi. C'est ici précisément que l'on garde le secret de fabrication et dont profitent ses clients. Une bonne galette vaut bien quelques minutes d'attente. Alors 9,90 €. C'est une habitude, cette boulangerie, pour vous? Oui, pour moi, oui. C'est tous les jours, le bon pain. Sauf le lundi, quand il est fermé. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Tout. Tous ces gâteaux. Ah, je suis content pour lui. Et puis pour nous.
Parce qu'il y a plus de monde encore. Lancé il y a 4 ans par le syndicat des artisans boulangers pâtissiers des Yvelines, près d'une 60aine de professionnels ont pris part cette année au concours. Pour se démarquer de la concurrence, tout est dans la recette, de la farine, du beurre et de la poudre d'amande. C'est un savoir-faire, un tour de main. On a mis des matières premières qui ont été sélectionnées par et mon employé et moi-même. On a travaillé ensemble dessus, donc c'était vraiment un très beau produit. 3 jours pour faire le feuilletage, laisser reposer, donner les tours, et après la faire la veille pour qu'elle repose encore et la cuire le jour même. Même l'épiphanie passée, les Caprices du Roi proposeront des galettes jusqu'en février. Comptez 32 € pour un produit entier. 600 pièces ont été vendues en l'espace d'un week-end. Et du nouveau pour la chorale Saint-Quentin Gospel, avec moi 2 invités en plateau pour en parler. Michel Renard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de communication pour Saint-Quentin Gospel, et bonsoir à Simon Le Hureau. Bonsoir. À 24 ans, vous êtes désormais le chef de chœur de cette chorale saint-quentinoise. Vous avez remplacé l'historique Éric Barbier, fondateur de Saint-Quentin Gospel en 94. Première question, pas trop d'appréhension à succéder à Éric Barbier, et surtout pourquoi avoir eu envie de rejoindre Saint-Quentin Gospel ? Alors pas trop d'appréhension, quelques appréhensions, ne serait-ce que parce que c'est un gros groupe. Bien sûr. Et que la direction d'un gros groupe, c'est évidemment beaucoup de gestion des ressources humaines aussi. Et évidemment, à 24 ans, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience là-dedans. Même si j'ai eu l'occasion de diriger un chœur précédemment qui était un petit peu plus gros aussi, avec un orchestre symphonique, plus dans la musique classique. Des appréhensions aussi, parce qu'effectivement, c'était un chef historique qui était là depuis 25 ans, que moi j'en ai 24. C'est ça, la chorale est finalement presque aussi vieille que vous. Plus âgé que moi, même quand même. Plus âgé. Mais effectivement, moi j'ai 24 ans, j'ai aussi 24 ans, la chorale en a 25. Et donc du coup, c'est vrai que les appréhensions sont là par rapport au fait de succéder à quelqu'un qui était là depuis longtemps, avec ses habitudes de direction, avec ses habitudes de gestion. Et donc le fait de passer derrière met un petit challenge entre guillemets sur le fait à la fois de garder ce qui fonctionne dans un chœur et aussi d'amener une petite touche de nouveauté dans ce chœur-là. C'est un vent de jeunesse, Michel, qui souffle finalement sur la chorale avec l'arrivée de Simon. Est-ce que c'était quelque chose d'important d'avoir ce vent de jeunesse, d'avoir un petit renouveau pour Saint-Quentin Gospel ? Bah oui, là c'est clair que grand vent de jeunesse. Alors effectivement, la chorale aura 25 ans l'année prochaine, donc elle a l'âge de Simon. Voilà. Voilà. Donc Éric avec Lionel Giraud ont apporté, ils ont tout construit au niveau de cette chorale-là, qui aujourd'hui est composée de quasiment 90 choristes. D'accord. Voilà, et donc là c'est vrai que pour faire un petit peu rebondir sur autre chose, on a fait le pari de choisir un tout jeune chef de chœur, plein de talent. Voilà, et on ne regrette pas parce qu'on est ravis de tout ce qu'il peut nous apporter au sein de la chorale. Alors 24 ans, mais une expérience déjà riche. Vous êtes passionné de jazz. Vous avez d'abord étudié la batterie, puis vous avez ensuite découvert la direction d'ensemble. Maintenant, le gospel, un début de carrière bien rempli. Pourquoi finalement se diriger vers le gospel ? Pourquoi se diriger vers le gospel ? Parce que déjà, c'est une expérience de direction comme une autre. Ouais. Parce que jusque-là, j'essaye d'élaborer un parcours personnel qui n'est pas enfermé dans un style musical particulier, que ce soit la musique classique ou que ce soit le jazz. Parce que du coup, jazz, musique classique, double casquette, on imagine qu'il y a aussi... vous allez vous servir de cette double casquette pour cette direction ? Je me sers de cette double casquette pour la direction, parce que le chant, mine de rien, il y a des bases communes sur de la technique vocale. Alors moi, je ne suis pas du tout prof de chant, c'est pas du tout ma formation, je suis plus directeur musical. Mais directeur musical inclut aussi, entre autres sur des pratiques amateurs, d'avoir des notions de technique vocale pour pouvoir permettre aux chanteurs et aux chœurs de progresser dans leur pratique du chant tout en se faisant évidemment plaisir. Alors sur cette année 2018, on est en début d'année 2018, quels vont être les grands temps forts pour Saint-Quentin Gospel ? On a quelques concerts qui sont déjà prévus là, en mars, un concert le 10 mars à Chaville, le 17 mars aussi à Montfort-l'Amaury, et puis en mai également sur Rambouillet et puis sur Poissy, je crois bien. Et donc d'autres concerts qui sont prévus également en fin d'année.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la chorale pour terminer cette interview? Plein de concerts. En ce début d'année, c'est les vœux. En ce début d'année, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Plein de concerts. Des concerts, toujours du plaisir à chanter ensemble, menés par un super chef de chœur. Donc, À vous, Simon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À moi, pas grand-chose parce que je suis quand même très heureux dans ce que je fais en soi. Au cœur, beaucoup de réussite, beaucoup de plaisir parce qu'on est vraiment sur une dynamique qui est assez intéressante au niveau du chant et au niveau de l'ambiance générale. Merci à vous deux, Michel Renard, chargé de communication pour Saint-Quentin Gospel, et à Simon Lehureau, nouveau chef de chœur de Saint-Quentin Gospel. Et pour retrouver toutes les dates des concerts, toutes les informations sur cette chorale saint-quentinoise, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Avant de refermer ce journal, ce matin, c'était la rentrée pour plus de 305 000 élèves des Yvelines après 2 semaines de vacances de Noël. Comment les écoliers de la primaire Jules Verne à Montigny-le-Bretonneux ont-ils vécu ce retour au travail? Interview collectée au micro de Patrick Jacques de Dixmude. J'ai fait travail, j'ai fait de la grammaire, j'ai corrigé des exercices. On s'est raconté ce qu'on a fait pendant les vacances et on a fait les mathématiques. Moi, je suis partie au cinéma et j'ai raconté mes cadeaux. Après, on a joué un peu dans la cour à 10h. On a fini à 10h20. Ce matin, on a raconté les vacances avec la maîtresse. T'es contente de reprendre l'école ou alors t'aurais préféré rester en vacances, dis-moi? Je préfère aller à l'école. On leur souhaite bon courage ainsi qu'aux parents qui ont pu aussi reprendre le travail aujourd'hui. C'est la fin de ce 7-8 journal. C'est à revoir en replay sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Belle soirée et excellente semaine à tous.